ce moment avec vous. Je suis très emballée par ce dispositif de rencontre connectée, un endroit où aller. Et je suis très honorée et heureuse de pouvoir faire cette première rencontre avec vous. Tout le plaisir est pour moi. Ouais. Déjà, juste pour savoir un petit peu, vous êtes où là? On se trouve chez vous? Dans votre Oui, on se espace de trouve, confinement? oui, on se trouve en fait dans mon bureau. Je pense que le nombre de livres en donne une idée. Et comme je suis aussi journaliste littéraire, c'est aussi là que je range la plupart des romans que je reçois également. Donc c'est un peu la pièce qui est dédiée à l'écriture et à la lecture chez D'accord. moi. Et le confinement, ça s'est passé comment pour vous? Vous l'avez vécu comment en tant qu'auteur? Et ça a été plutôt un refuge de lecture ou une complexité justement à se rendre disponible pour la lecture? En fait, j'ai un petit garçon et du coup, il n'avait plus d'endroit, enfin, il n'y avait plus d'endroit où il pouvait aller à part évidemment à la maison. Et donc, ça a été un confinement un peu particulier parce qu'il a cessé de faire ses nuits, donc on était assez fatigués. Par ailleurs, j'ai découvert que j'étais enceinte. Donc, C'est de une ce bonne fait, nouvelle. c'était une Félicitations. très bonne nouvelle en période de confinement. Tous mes amis me disaient « Ah, c'est super, enfin une bonne nouvelle dans ce monde où tout est fermé et dédié à la chasse au virus. » Mais en même temps, en fait, j'ai été atteinte de nausées qui m'ont clouée au lit pendant quasiment 3 mois. Ouais. Donc, je ne peux pas dire que le confinement a été une expérience positive aussi bien pour la lecture que pour l'écriture. Parce Ouais. que j'étais concentrée sur des mots bien différents et bien terrestres. D'accord. Bon, bah, écoutez, en espérant que les mois qui suivent soient de meilleurs présages et de meilleurs augures pour vous. Voilà. Alors, donc cette rencontre, elle est, on va dire, destinée à revenir sur votre dernier roman, donc votre quatrième roman. Après notamment La princesse et le pêcheur, La double vie d'Anna Song et Le voyageur malgré lui, qui ont été des titres qui ont été déjà remarqués par les critiques, qui ont été énormément accompagnés par les libraires et suivis des lecteurs. Et je pense, et je crois savoir déjà pour vous dire que Les Inconsolés, ça va être du même ressort. Voilà. Donc moi, je suis ravie voilà, d'être dans cette rencontre sur ce titre-là. Merci. Les Inconsolés, c'est un roman parfaitement maîtrisé dans sa construction, dans le style, dans l'écriture, dans l'histoire, dans le genre aussi, on y reviendra. Il y a une complexité, on va dire, très intéressante en tant que lecteur. Je voulais juste savoir sur la question du genre, parce que pour avoir lu plusieurs critiques justement littéraires sur ce titre-là, on voit et on lit pas mal de choses, roman gothique, roman social, roman familial, roman d'amour. Vous l'avez construit comment vous avez accroché ça? C'était dès le départ, vous vouliez une complexité de genre comme ça sur ce titre-là? A posteriori, oui, mais en fait, au moment où je me suis lancée dans le roman, non, j'y ai pas réfléchi en tant que tel. Ce que je voulais, c'était écrire une histoire d'amour fou avec un mystère policier. C'était quelque chose que j'avais un peu pratiqué dans La double vie d'Anna Song, où voilà, il y a un amour fou et puis il y a une imposture, il y a un mystère qui se résout à la fin du roman, pour certains au milieu aussi. Et là, j'avais envie de reprendre un peu, voilà, de me relancer dans le même type de schéma. Mais ce que j'ai ajouté, c'est une composante d'analyse sociale qu'il n'y avait pas dans La double vie d'Anna Song. Et là, pour Les Inconsolés, ce qui est venu au départ, c'est une image. C'est l'image d'un homme déposant un corps au fond d'un lac, avec en arrière-plan un château. Et c'est la nuit, c'est la pleine lune, il pleure. Et à côté, il y a une femme qui parle et qui raconte. Et cette image, en fait, elle m'est venue il y a 7 ans, avant que j'achève le roman. Et je m'étais dit, bon, voilà, je pars de ça. C'est devenu le premier chapitre du roman. Donc, ce premier chapitre a été écrit très vite. Et ensuite, j'ai mis 7 ans avant de réussir à finir le roman. Et entre la première phrase et la dernière phrase, j'ai publié donc un autre roman, qui était Voyageur malgré lui, et un essai sur les écrivains et le fait divers. Et je suis restée bloquée en fait pendant 7 ans parce que il y avait une scène qui est la scène, je pense, que tous les romanciers craignent, qui est la scène de rencontre entre les deux amoureux et la scène de coup de foudre.
je trouve que c'est d'une difficulté immense de parler de deux jeunes gens d'aujourd'hui qui se rencontrent à une terrasse de café et qui, au premier regard, se disent c'est lui et c'est elle. Et donc, j'ai fait beaucoup de versions de cette première scène. J'ai renoncé plusieurs fois. Et puis à un moment, après avoir écrit les 2 autres livres, je me suis dit, bon, il faut que tu passes outre, parce que sinon, tu ne vas jamais y arriver. Et ça va faire, comme chez Valérie, le syndrome de la marquise qui est sortie à 5 heures, quoi. Ouais. Donc, c'est pas grave, tu passes, tu avances, parce que tu sais déjà que tu vas avoir 2 voix. Tu sais déjà que tu vas avoir 2 temporalités, tu sais déjà les péripéties que tu veux mettre, et tu sais déjà la résolution du mystère. Donc, tu as tout, tu es en train de bloquer bêtement sur ce premier obstacle, qui est un obstacle de taille, mais il faut réussir à... Voilà. Et donc, une fois que j'ai passé, et que j'ai passé outre, ça s'est débloqué. Ça s'est débloqué. Donc, Les Inconsolés, c'est une histoire d'amour fou, fulgurante en fait, hein, entre 2 jeunes gens. Quand on les rencontre, ils ont tous les 2 une vingtaine d'années. Donc, Lise et Louis. C'est la rencontre à la Sorbonne. Elle est d'origine modeste, on va dire ça, plutôt ordinaire. Papa immigré vietnamien, maman d'origine normande, si je me souviens bien, paysanne normande. Louis, au contraire, est, on va dire, d'une famille de la bourgeoisie parisienne. Oui. Pas de problème, on va dire, financier. On a un destin presque tout tracé, là où Lise doit le faire, son destin, doit le créer. Quand vous parlez de la difficulté de créer cette rencontre, c'est ce que j'allais vous poser la question. Qu'est-ce qui a fait que ces 2 jeunes gens, aussi différents, sont comme ça magnétisés dès le départ? Je veux dire, il y a une espèce d'accroche qui se passe, qui fait qu'on a l'impression que c'est imparable, que le regard, en quelques phrases, en un échange, j'ai envie de dire que la relation est installée. Bah, écoutez, déjà, c'est très gentil de me dire ça. Ça veut dire que toutes ces nuits passées à écrire cette première scène ont fini par aboutir à quelque chose de satisfaisant. En fait, je me suis tout simplement inspirée d'une scène de coup de foudre que j'ai eue personnellement. Et voilà. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux la retraduire? Et donc, j'ai retraduit de cette façon-là. De la même façon que voilà, le décalage social que vit Lise, alors par rapport aux autres, mais aussi par rapport aux siens. Oui. Là, pour le coup, il y a des éléments autobiographiques, puisque mes parents sont tous les 2 vietnamiens. Ma mère n'est pas française, mais ils ont, en quittant leur pays, ils ont aussi quitté leur classe, parce que c'était des paysans. Ouais. Et ils ont, grâce à leurs études, obtenu une bourse. Et en France, ils sont devenus ingénieurs pour mon père et directrice de recherche au CNRS Polytechnique pour ma mère. Donc, sur le papier, ce sont des membres de la bourgeoisie intellectuelle française. Ils ont les diplômes et ils ont, disons, l'aisance économique. Mais en fait, ils n'ont pas du tout acquis les codes de cette bourgeoisie. Déjà, ils viennent du Vietnam, ils n'ont pas le même humour, ils n'ont pas la même façon d'appréhender, je ne sais pas, le couple, le sexe. Voilà, on n'a par exemple aucun problème pour parler d'argent au Vietnam. Et l'une des premières choses que certains parents me demandaient, c'est combien tu gagnes. Et en fait, là-bas, mais moi, je suis évidemment d'ici, donc ça me fait un drôle d'effet. Et en même temps, je sais que voilà, c'est l'usage là-bas. Et c'est pour vous flatter, en fait, qu'on vous demande ça. Donc, il y a tout un décalage qui est à la fois culturel, mais aussi social. Puisque, a priori, lorsqu'on est diplômé comme ça, on a fréquenté éventuellement les musées, on a pu lire. Et en fait, ce n'est pas du tout leur cas. Puisque au Vietnam, ils avaient d'autres préoccupations, survivre, et la guerre, ensuite, voilà, le français n'est pas leur langue maternelle du tout. Et donc, pour eux, d'avoir des enfants, en fait, nous sommes 3, nous ne sommes pas 2 comme dans le roman, nous sommes 3. Ils ont eu 3 enfants qui sont 3 enfants très littéraires, et 3 enfants qui, en plus, ont fait une école particulière qui est Sciences Po, donc Sciences Po Paris, qui est une école de code. Et du coup, moi j'ai lu les travaux de Didier Héribon, par exemple, j'ai lu Annie Ernaux, et le sentiment d'illégitimité sociale, le sentiment d'imposture que tous 2 ont analysé et qu'on retrouve chez tous ce qu'on appelle les transfuges de classe, ou désormais plutôt les transclasses, comme dit Chantal Jacquet. C'est quelque chose qui m'intéressait et que j'ai voulu traduire sous forme romanesque en le superposant à quelque chose qui n'apparaissait pas dans ce que j'avais lu jusqu'ici, à savoir
quand la rupture de classe se superpose à la rupture de culture. Voilà. C'est ça que j'ai voulu mettre en scène. Et alors, vous avez parlé de la Sorbonne. Dans mon esprit, l'école n'est jamais citée. On sait juste que c'est une grande école. Ouais. Et effectivement, il existe quelques écoles où c'est possible de pouvoir réunir sur les bancs des membres de deux classes sociales différentes. Alors, en apparence, Lise et Louis appartiennent à la même classe sociale, mais en fait, pas du tout, puisque elle a ce passé, et que lui, en revanche, est un héritier. Et elle est tout sauf une héritière, sauf que si jamais, encore une fois, par exemple, vous regardez juste les diplômes des parents, comme vous regardez les diplômes de mes parents, on peut penser en effet qu'elle est une héritière, mais elle ne l'est pas. Et parce que c'est pas l'argent qui fait la classe sociale, c'est finalement... c'est l'histoire et l'héritage, probablement. C'est le comportement, c'est les goûts, c'est la façon de parler, et donc c'est pas du tout que l'argent. Et ça, c'est quelque chose que les sociologues ont beaucoup mis en avant. Bon, je suis pas sociologue, mais je me disais, comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans une histoire d'amour? Et il y a quelqu'un qui fait ça au cinéma très bien, et auquel j'ai pensé, parce que j'ai pensé à beaucoup de cinéastes en écrivant le roman, puisqu'elle travaille dans le monde de la critique de cinéma. C'est Abdelatif Kechiche. Alors, il n'est pas cité dans le roman, mais si jamais vous regardez La vie d'Adèle, bon, La vie d'Adèle, on se souvient tous, pour ceux qui l'ont vu, une histoire de passion amoureuse, sexuelle, extraordinaire, ou voilà. Mais ce qui sépare évidemment les deux jeunes filles, les deux jeunes femmes, c'est leur classe sociale, et il le met tout de suite en avant en jouant avec des scènes de repas. Et donc j'ai refait des scènes de repas dans le roman. Ouais. Parce que voilà, dans les deux scènes de repas filmées en parallèle dans La vie d'Adèle, on voit dans le décor, dans les plats qu'ils mangent et dans la conversation qui est tenue autour de la table, que en fait, elles sont de classes sociales si différentes que ça ne pourra pas aboutir, que ça ne va pas marcher. Dès ce moment-là, on le comprend. Et donc, ensuite, ce qui se passe, c'est qu'Adèle trompe la fille aux cheveux bleus. Elle la trompe et elle ne sait pas pourquoi, elle ne peut pas mettre des mots sûrs, mais en fait, nous, on devrait le savoir. C'est ça qui a été déjà annoncé, en fait, par les différences entre elles. Elles n'ont littéralement pas de sujet de conversation commun. Elles ont une passion et elles s'aiment. Et c'est montré, et c'est d'ailleurs très, très bien montré. Et donc, comme c'est quelque chose que j'ai pu vivre aussi à titre personnel, mais voilà, j'ai voulu poser des mots dessus. Ouais. Et c'est très réussi. Alors, le fossé culturel, les barrières, on va dire, culturelles aussi, liées à l'éducation, à l'héritage de Lise et Louis. Donc, c'est quelque chose qui est tout de suite très bien planté. On appréhende très bien leur histoire, leur rencontre, mais très rapidement aussi, vous nous mettez dans la confidence sur le fait que ça ne va pas durer. Tout de suite, c'est placé ça aussi, dès le départ. Et c'est très subtil en fait, puisque vous avez dans votre construction effectivement un chapitre où c'est Lise qui s'exprime et qui raconte sa vie, son histoire, ses choix, ses réflexions aussi. Hein. Elle se pose plein de questions. C'est une cérébrale, Lise. Hein. Elle a énormément lu aussi petite. Elle s'est raccrochée à énormément de littérature. Elle réfléchit beaucoup, même si elle vit intensément cette relation. Il y a quand même beaucoup de cérébralité dans sa façon de vivre ça. Et en fait, on a en alternance, Lise s'exprime, et en alternance, c'est l'autre. Voilà. Et l'autre, en fait, c'est moi ce que j'ai appelé au départ l'invité dans l'histoire, puisqu'on ne sait pas qui s'exprime au début. D'ailleurs, vous gardez ce suspense jusqu'au bout, et c'est assez fabuleux aussi, parce que quand vous parlez de polar ou de thriller, on y est, parce que jusqu'au bout, en fait, la fin de l'histoire, en tout cas cet autre qui se révèle à la fin du roman, c'est une pure découverte. On n'a pas senti venir. Donc là-dessus aussi, c'est merveilleusement bien réussi. Merci. Et cet autre, en fait, va nous donner une autre approche de la relation de Lise et Louis. Donc on va nourrir aussi différemment cette relation. Alors je veux juste lire un passage justement de l'autre qui arrive en tout au bout du roman. Lise et Louis. Louis et Lise. Je crois que personne ne connaît mieux que moi votre histoire. Je la connais mieux que vous qui l'avez vécue, car je suis la seule à l'avoir étudiée dans le moindre détail.
à avoir rassemblé patiemment tout ce qu'il était possible de rassembler à votre propos, poussant le scrupule jusqu'à lire chacun des romans que tu as mentionnés, à visionner chacun des films que tu as évoqués. Non pour faire comme toi ou devenir toi, mais pour te comprendre et comprendre ce qui chez toi avait retenu Louis, l'origine du sort que tu lui avais jeté. J'oubliais qu'il n'avait rien à comprendre, car aimer n'est que cela, un mauvais sort, comme on en trouve dans les contes, contre quoi on ne peut rien, jusqu'à ce que l'enchantement ait cessé. Alors, cette séquence-là, elle arrive en fin de livre, et vous abordez effectivement cette notion de conte. Là, c'est pareil, vous avez quand même, on va dire, une relation à l'environnement du conte assez singulière, j'ai l'impression, parce qu'on retrouve ça dans vos précédents romans. C'est dans vos personnages aussi. On tombe Louise avec son histoire, sa vie personnelle de petite fille, de vilain petit canard de la famille, qui va devenir Cendrillon et qui va trouver son prince charmant. Je la fais rapide, mais c'est presque ça. On a toute la notion de la souffrance amoureuse, aussi de l'aspect féerique, le château d'Étambel, on y reviendra. La marâtre en la mer, une maman, on ne va pas dire qui est en mal d'amour, mais qui est un peu malveillante, disons-le. Qui est, en tout cas, encore une fois, tout dépend de l'éducation qu'on a reçue et nos codes de départ, mais j'ai envie de dire que moi, ça m'a touchée énormément de réaliser qu'une mère, dans une fratrie de filles, va pouvoir autant distinguer, on va dire, l'approche et les attentes aussi qu'on va avoir sur une fille plus qu'une autre. Mais c'est ce qui a aussi, on va dire, nourri et amené Lise aussi à devenir ce qu'elle est devenue. La question du conte, j'y reviens. En fait, on a l'impression que c'est quelque chose que vous maniez bien aussi et qui vous intéresse, qui vous nourrit aussi en tant qu'écrivain. Oui, en fait, et c'est arrivé dès mon premier roman, La princesse et le pêcheur. C'est d'ailleurs le titre d'un conte traditionnel vietnamien. Et en fait, à l'époque, je me souviens, j'avais écrit une histoire qui était un roman des origines et qui était aussi un roman d'initiation à l'amour, où une jeune fille d'origine vietnamienne née en France tombait amoureuse à l'âge de 15 ans d'un garçon qui était aussi d'origine vietnamienne mais qui n'était pas né en France, qui était un boat people. Et donc leur histoire se déroulait dans le monde contemporain. Et quelque chose qui les liait et qui les alliait très vite, c'était les contes. Et c'était les contes, notamment les contes de leur pays commun, même si l'une n'y avait jamais vécu et l'autre, en revanche, y était née. Et ça venait tout simplement d'une histoire personnelle. À 15 ans, j'étais tombée amoureuse d'un garçon qui était aussi d'origine vietnamienne, qui était un boat people. Et on retrouvait déjà cette question de la classe sociale, parce du coup, ses parents étaient restés au Vietnam, il vivait seul en France avec son frère, il avait vécu à la DAS, ça avait été très dur, tandis que moi, ce n'était pas le cas, mes parents vivaient en France, j'avais toujours eu un toit sur la tête et de quoi manger dans mon assiette. On s'est rencontrés dans ces circonstances particulières, on s'est perdu de vue, et ensuite j'ai écrit notre histoire, enfin une nouvelle, et quand je suis arrivée à la fin de la nouvelle, je me suis dit, mais ça me rappelle beaucoup un conte vietnamien, et pour moi, le conte, ça a été la première façon, ma première approche en fait de mon pays d'origine, c'est passé à travers les contes, et à travers la nourriture, et à travers la langue, avec ma grand-mère qui m'a élevée, et du coup la grand-mère est présente dans le premier roman, dans le deuxième roman, et donc dans celui-ci d'ailleurs. Ouais. Elle est très importante pour moi, et en plus là, c'était une façon de lui rendre hommage, parce qu'elle n'est plus de ce monde. Et du coup, c'est vrai que je me souviens que j'ai écrit ce qui est devenu mon premier roman quand j'avais 18 ans, et en me rappelant ce conte que j'ai fragmenté, et du coup, j'ai tissé le conte et le roman. Et ensuite, j'ai intercalé plusieurs autres contes qui étaient autant de métaphores de ce qui arrivait aux deux héros, en fait. Donc, c'est allé d'emblée avec ma pratique littéraire. Et dans La double vie d'Anna Song, il y a un mystère policier, il y a une histoire d'amour fou, il y a une révélation, je voulais qu'il y ait tout ça, mais il y a aussi le conte et c'est aussi une méditation sur le pouvoir de la fiction. Et c'est vrai que pour moi, la fiction, c'est à la fois l'évasion, c'est l'ailleurs, mais c'est aussi une façon la raison pour laquelle on lit, c'est on lit pour aussi lire le monde, en fait. Alors, c'est le cas de Lise, ce qui se passe, mais elle lit trop. Souvent, je dis que
En fait, c'est l'histoire d'une Emma Bovary, mais qu'aurait lu Flaubert. Voilà. Et c'est vrai que voilà, elle a ses fantasmes romantiques, elle a lu énormément, et elle pense qu'elle peut décrypter le monde grâce à tout ce qu'elle a lu, mais peut-être qu'elle se trompe, peut-être qu'elle s'égare en faisant justement trop confiance à sa cérébralité et aux références, plutôt que finalement au ressenti, parce qu'elle se protège, en fait, comme ça. Et du coup, alors c'est vrai que le deuxième roman, donc la double vie d'Anna Song, il y a aussi une légende traditionnelle qui résume et qui renvoie à l'autre, à l'histoire contemporaine. Mais là, elle est groupée, elle est à la toute fin. Alors, c'est aussi un récit à deux voix parce qu'il y a une voix, c'est des articles de journaux, et une voix qui est une voix à la première personne, qui est un des personnages du roman, qui donne sa version de l'histoire. Et donc, comme ça, vous avez la vérité amoureuse, intime et personnelle, et vous avez la vérité publique, médiatique, et les deux s'entremêlent. Vous ne savez pas laquelle est la bonne, et à la fin, vous avez une troisième vérité. Et si jamais tout va bien, vous relisez le roman et vous vous dites « Ah, mais elle était là depuis le début, en fait. Ouais. » Et dans Les Inconsolés, ben, j'ai aussi voulu utiliser ces stratégies-là, à savoir, voilà, vous avez deux voix, et jusqu'à la fin, si tout se passe bien, vous ne devinez pas qui est l'autre, et vous ne devinez pas ce qui s'est passé exactement, et a priori, c'est ce qui va vous aider à tourner les pages, même si cet aspect thriller est en fait... intervient, je pense, vraiment à partir de la deuxième partie du roman, parce qu'avant, on a aussi cette partie d'exposition sur l'enfance, et donc on a un côté un peu roman des origines. Et là, je m'étais dit, là, je vais y aller à fond sur les contes. Pour moi, c'est une réécriture de Tristan et Iseult, en fait. Donc j'ai joué avec aussi tout ce qui, de manière générale, a touché à Tristan et Iseult. Donc par exemple, si vous voyez la femme d'à côté de Truffaut, ouais. À un moment, l'un des personnages en parle assez longuement. En fait, la femme d'à côté est une réécriture de Tristan et Iseult. Et à un moment, il y a un des personnages, qui est la narratrice en fait de la femme d'à côté. Elle dit que pour l'épitaphe des deux amants, elle aurait choisi ni avec toi ni sans toi, ou ni sans toi ni avec toi. En fait, ça, c'est une référence à un poème qui est Le lait du chèvrefeuille de Marie de France, et qui est sur Tristan et Iseult, comparant Tristan et Iseult à une branche de noisetier autour de laquelle s'enroule du chèvrefeuille. Ce qui fait que si jamais on les sépare, ils vont mourir. Et cela, cette histoire-là, renvoie en fait dans la mythologie vietnamienne à une histoire qui c'est celle de la chique du bétail, où on retrouve cette image d'un homme et d'une femme qui s'aiment et qui, après leur mort, se transforment l'un en arbre et l'autre en plante grimpante venant entourer l'arbre. Et ce qui m'intéressait, c'était de jouer comme ça sur des renvois entre différents contes, dans toute la mythologie des contes, entre guillemets, occidentaux. Mais, par exemple, il existe une version vietnamienne de Cendrillon. Il existe cette version de Tristan et Iseult également. Et je voulais que les contes renvoient les uns aux autres, donc c'est compliqué à mettre en place, et de façon à ce que ça nourrisse aussi l'histoire contemporaine. Et que peu à peu, si vous voulez, derrière le réalisme de l'analyse à la fois psychologique et sociologique de ces deux personnages, peu à peu, la force de la fiction, la force du conte l'emporte. Ouais. Et ce qui fait que, si tout va bien, vous allez croire à la fin, alors qu'a priori, c'était difficile. Ouais. Voilà. Et c'est de là que viennent ces touches c'est pour ça que les gens parlent de mélange des genres, parce qu'il y a, finalement, il y a un métissage culturel, il y a un métissage social et un métissage des genres. Voilà. Mais pour moi, le but, c'est évidemment pas qu'on se dise, en allant dans chaque page, là, ça appartient à tel genre ou ça appartient à tel autre genre, mais qu'on coule dedans, qu'on se laisse couler dedans, qu'on se laisse emporter, et qu'ensuite, on se dise, ah, mais en fait, j'ai fréquenté, a posteriori, voilà, j'ai fréquenté des territoires qui ne devraient pas forcément s'unir normalement dans un roman. Ouais. Et alors, je vais rebondir sur ce que vous dites, c'est très intéressant parce que toujours dans votre structuration, en fait, il y a un lieu symbolique quand même dans le roman, le château d'Étambel. Alors, je vais vous laisser un petit peu en parler. On commence par ce lieu-là et on y finit par ce lieu-là. Donc, vous nous faites faire aussi une jolie boucle, une très belle boucle. Pareil, on est dans la symbolique. On est aussi dans un univers, on va dire,
mystifié, légendaire, pourquoi pas. C'est un lieu que... Alors tout le monde me demande s'il existe. Voilà, non, moi ce que je voulais vous demander, en fait, c'est pas s'il existe, ce que je voulais vous demander, c'est si vous, vous avez un lieu comme ça, qui a eu résonance comme ça pour vous. Voilà, des lieux symboliques, tout le monde en a, en fait, hein, dans sa vie. J'ai un château personnel. Voilà. Euh, et puis, vous inviter évidemment à juste nous donner, alors pas trop, mais parce que j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas lu votre livre, mais nous donner un petit peu, voilà, le château d'Étambel. Alors, on le découvre par le biais de Lise, en fait, hein, qui donc est un lieu qu'elle investit dans son imaginaire aussi, puisque ses parents, la maison des parents, donc la propriété des parents touche un château abandonné qui n'est plus du tout, on va dire, habité. Et Lise, enfant, encore une fois, il passe du temps, investit les lieux, investit aussi son imaginaire et son imagination, échappe aussi à ces moments difficiles aussi. C'est un échappatoire pour elle. C'est un lieu que je trouve magnifique, en fait. Vous embarquez vraiment dans quelque chose, on va dire, même aussi rationnel je puisse être. J'ai été complètement embarquée, effectivement. Et quand vous dites l'idée, c'était effectivement d'essayer de faire cohabiter, voilà, des choses qui relèvent du réalisme pur et dur d'une relation à des choses beaucoup plus, on va dire, romantique, romanesque et mythique. Voilà, exactement. C'est fait à la perfection. Voilà. Alors, ce château d'Étambel, comment vous l'avez, voilà, comment il est arrivé et parce qu'il pèse un sacré poids, je trouve, dans le livre, même si les passages ne sont pas énormes, mais c'est vraiment un point d'ancrage du démarrage et de la fin du texte. Oui, ben, c'est sûr que de toute façon, d'emblée, leur histoire était placée sous l'égide de ce château, puisque dès le premier chapitre, il est là en arrière-plan, mais il est là. Alors, j'ai placé en exergue du roman une phrase que j'ai toujours beaucoup aimée de Jules Renard, qui est « J'ai bâti de si beaux châteaux que les ruines m'en suffiraient ». Et pour moi, c'est un peu mon rapport à la vie. Et je pense que c'est le rapport à la vie de beaucoup de gens qui aiment lire, qui aiment la fiction de manière générale. Et moi, j'y avais vu une métaphore, en fait, de l'écriture. C'est-à-dire que quand vous vous mettez à écrire, vous avez un chef-d'œuvre dans votre tête. On ne peut pas écrire à moins de se dire « je vais écrire un roman extraordinaire, magnifique, qui va changer l'histoire de la littérature ». Et ensuite, vous écrivez la première phrase du dit roman, et là, vous vous rendez compte qu'entre la petite graine misérable que vous avez semée et le beau château que vous aviez en tête, la distance est considérable et qu'il va peut-être falloir se contenter plutôt que du beau château, au moins de ses ruines. Oui. Et c'est vrai, il y a quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire qu'on avance, on se rend compte que voilà, il va falloir bâtir pierre après pierre, que ça va être dur, donc on bâtit, voilà, on écrit sa scène d'amour 50 fois, mais on finit par y arriver. Ensuite, on réfléchit aux effets de symétrie, on réfléchit au rythme du roman, on se dit, voilà, quelle va être la chute. Donc, on travaille en fait chacun des éléments, on les réunit, on construit. On n'arrive jamais au château qu'on avait en tête, mais on arrive à ses ruines et c'est pas grave. C'est comme ça que ça fonctionne en vérité. Et donc, j'ai pas de vrai château. Alors, évidemment, quand j'étais petite et que j'ai fait, et plus tard aussi, j'ai fait du tourisme, j'ai visité des châteaux. Mais pour moi, le château, c'est la littérature, en fait. C'est le lieu du rêve, c'est le lieu de la création littéraire, c'est le lieu de l'imaginaire, et c'est le fait qu'on puisse... Et c'est pas un lieu de pure évasion, c'est un lieu d'où on peut contempler le monde aussi, d'où on peut mieux le lire, d'où on peut mieux le comprendre. Et pour moi, la littérature a eu ce rôle, et je pense que le château est un peu emblématique de l'idéal dans l'absolu. Et du coup, il y a des figures de châteaux qui reviennent sans cesse. Et c'est un château qui est construit par plusieurs châteaux. J'ai utilisé Chenonceau, par exemple, parce qu'à Chenonceau, il y a la chambre de Louise de Lorraine, qui était la veuve inconsolable, une fois que son époux a été tué, enfin son époux est mort, elle s'est enfermée dans cette fameuse chambre, tendue de noir, avec des insignes et des dessins liés au deuil. Donc j'ai pensé par exemple à ça, mais j'ai aussi pensé, dans le palais ducal de Padoue,
il y a cette devise qui a été inscrite, qui est « Vrai amour ne se change », qui devient la devise du château d'Étambel. Et j'ai utilisé comme ça un certain nombre de châteaux. Il se trouve que mes parents ont une petite maison en Normandie. Je prends la route de la Normandie, il y a le château d'Annay. Le château d'Annay, c'est celui que, évidemment, le roi Henri II, fou d'amour pour Diane de Poitiers, lui a offert. Donc c'est un des châteaux. Et d'ailleurs, c'est un château qui était inachevé, qui a été reconstruit. Il y a beaucoup de châteaux comme ça qui étaient inachevés, qui ensuite ont été reconstruits, qui ont été détruits à la Révolution, et qui ensuite soit sont tombés complètement en ruine, soit ont trouvé des mécènes, ou ont trouvé l'État parfois pour les préserver. Donc ce château, il est en fait une marqueterie, un mélange, une reconstruction de plusieurs châteaux. Et il y a d'autres figures de châteaux dans le roman, c'est-à-dire les châteaux en Espagne, le château de l'Amour qui s'écroule, comme un château de cartes d'ailleurs, et puis la forteresse sociale à laquelle appartient Louis, et dans laquelle Lise parvient à pénétrer par la grâce de l'amour, et par la grâce finalement du fait que voilà, il décide de l'aimer, et donc elle entre dans ce monde qui n'est pas le sien. Voilà. Et qui est aussi une forme de château. Alors c'est un château assez enfermant, c'est un château luxueux, c'est une cage dorée, mais voilà, c'est aussi un château. Donc il y a comme ça un certain nombre de figures du château qui reviennent dans le roman. Le château d'Étambel renvoyant lui-même à une sorte de château au Vietnam, dont on découvre l'existence ensuite, et qui là m'a été tout simplement inspiré par le fait que mon grand-père, qui était un paysan et qui a une histoire un peu à là où on emporte le vent, est parti de rien. C'était quelqu'un qui n'avait pas fait d'études, il ne savait ni lire ni écrire, mais il était apparemment malin et dur à la peine. Il avait beaucoup de force. Il a été ouvrier, il a fait des économies, et ensuite il a acheté des terres, en demandant d'ailleurs à des gens de signer pour lui, de lui expliquer ce qu'il y avait, parce qu'il ne savait pas lire ni écrire. Et il a fait une plantation, en fait. Et il a fait fortune dans le cocotier, et il a construit une maison mythique dont il ne reste que des photos. Elle portait à son flanc la date, d'ailleurs, de son édification. Et ça, c'est un détail que j'ai repris dans le roman. Et il a comme ça eu un moment, un empire, il a été extrêmement riche et puissant, et il a tout perdu. Il a tout perdu, et dans la vraie vie, il a en fait il s'est forcé, plutôt qu'il a été forcé, à brûler lui-même sa propre maison, qui était le symbole de sa réussite, et qu'il voulait évidemment transmettre à ses enfants. Donc on retrouve l'idée du château éternel, on bâtit, et voilà, on va résister au temps. Et il l'a détruite parce qu'elle allait sinon tomber entre les mains des Français, parce que c'était le moment de la guerre, et il voulait en faire un quartier général. Et donc cette maison, dont il ne reste que des photos, mais des photos que quand même, par exemple, mes cousins ont tous affichées dans leur salon, alors qu'ils n'ont techniquement jamais vu cette maison. Elle n'existe plus qu'à l'état de ruine. J'y suis allée avec mon mari, j'y suis allée plusieurs fois. Et il ne reste plus que des traces d'un portail incendié, des traces au sol. Et il ne reste plus que les récits que ma mère m'en a fait. Parce que dans le roman, c'est attribué au père. Dans la réalité, en fait, c'est ma mère qui est l'enfant de ce planteur. Et le troisième enfant, l'enfant préféré, la plus jolie, la plus brillante, et qui a vu, en fait, qui a vu à la fois la grandeur et voilà, la ruine de sa famille, et qui est partie en France alors qu'elle était une femme, alors qu'elle n'était pas française, évidemment, et qui a réussi. Et en fait, aujourd'hui, moi, ça m'a toujours frappé d'aller chez mes cousins et de voir dans leur salon, tous, ils ont affiché cette fameuse photo de la maison mythique qu'ils n'ont pas connue, avec mon grand-père devant, en tenue de soie. Et là, en fait, récemment, ils sont tous cotisés et ils sont en train de reconstruire la fameuse maison. Et donc, il y a aussi quelque chose dans mon imaginaire familial sur ces maisons mythiques qui sont symboliques, apparemment, c'était une maison sublime. Il y avait une piscine, c'était gigantesque, etc. C'était d'ailleurs un voisin d'Alexandre Yersin, le héros du roman de Patrick Deville, Peste et choléra. C'est amusant parce que Patrick Deville m'avait demandé si jamais je ne pouvais pas relire le roman, ou plutôt si jamais je ne connaissais pas des Vietnamiens qui pouvaient relire le roman, parce qu'il y avait des termes vietnamiens dedans. Et en fait, c'est tombé sur mes parents. Je lui ai dit, Mathieu, voilà. Il a donné une liste des termes que ma mère a lus.
Elle m'a dit, ah, c'est un roman qui se passe près de ma ville natale, enfin de mon lieu de naissance, parce que je vois tous les lieux géographiques, la cascade de la Fée, voilà. C'est près de chez moi. Enfin bref, c'était anecdotique. D'accord. Alors, en parlant d'anecdotes, il y a quand même des personnes, on a beaucoup parlé de Lise et de Louis. On a juste effleuré, évoqué Ba, sa grand-mère. Il y a quand même des personnages, on va dire, qui sont... Aucun personnage n'est anecdotique, justement, dans votre roman. En fait, que ce soit les parents de Lise, que ce soit sa sœur, que ce soit la grand-mère maternelle, que ce soit même, j'ai envie de dire, les amis qui environnent le couple. Ils ont tous, on va dire, leur rôle dans l'échiquier, en fait. Hein. Oui, chacun a son rôle à jouer. C'est ça. Et chacun a son rôle, on va dire, c'est suffisamment millimétré et bien placé pour effectivement expliquer comment Lise et Louis, d'ailleurs, avancent dans leur relation, ou n'avancent pas, ou n'avancent plus. Donc, c'est... Alors, on va dire, le personnage du père m'a quand même intéressée. Parce que c'est un personnage qui, pour moi, est intéressant puisqu'il progresse dans l'histoire, en fait. Hein. Il est en périphérie, en tout cas dans sa façon de vivre, dans sa famille. Il laisse couler, j'ai envie de dire. La maman a une telle, s'impose tellement. Et du coup, il est vraiment en périphérie. Et puis, on découvre, Lise découvre que son père a un secret, ou en tout cas a conservé un secret familial. Et c'est quelque chose, ces séquences-là familiales, que ce soit les rôles des personnages ou que ce soit ce qui se passe même dans la dynamique même, c'est quelque chose que vous avez, qui est à minima, on va dire, nourri par votre propre itinéraire personnel. Bien, c'est sûr que alors je viens d'une famille où on ne parle pas, où on fait silence sur les drames du passé. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans mes romans, c'est le silence. Et le silence dissimule par définition toujours un secret. Et je vous ai parlé de mon grand-père maternel. Du côté paternel, en fait, par exemple, mon grand-père et mon arrière-grand-père ont une histoire tragique, à savoir qu'ils ont été tués le même jour. Ils ont été assassinés par des communistes. C'était l'époque où donc, il y avait la guerre contre les Français. Et il y avait un mouvement de résistance composé de communistes et de non-communistes. Et mon grand-père et mon arrière-grand-père n'étaient pas communistes, mais à l'époque, ce n'était pas encore un problème. Puis un jour, les communistes ont décidé de prendre le pouvoir au sein de tout le réseau. Ils ont organisé une fausse arrestation générale. Et donc, ils ont arrêté mon grand-père et mon arrière-grand-père. Ils les ont amenés dans la jungle, ils les ont torturés, ils les ont tués. Et ma grand-mère et mon père ont alors été obligés de fuir. Ils sont partis, ils ont tout abandonné, leur ferme, ils ont tout abandonné derrière eux. Et en fait, ma grand-mère a connu un nouveau drame, c'est qu'elle avait une petite fille, et la petite fille est morte à ce moment-là. Les conditions étaient très dures. Et mon père m'a raconté qu'il n'avait jamais vu ma grand-mère pleurer autant, et qu'il ne l'avait jamais vue repleurer autant depuis. Et cette histoire que je vous raconte, je n'y ai évidemment pas du tout eu accès tout de suite. Je raconte dans La Princesse et le Pêcheur, en fait, comment j'y ai eu accès. Et c'est quelque chose de très courant. Alors, je pense que c'est à la fois familial et c'est aussi culturel. On garde le silence sur les tragédies qui ont brisé votre famille. Et c'est, je pense, très courant chez les familles d'exilés. C'est-à-dire que vous partez, vous abandonnez derrière vous votre pays d'origine, et c'est pour que vos enfants aient finalement une page blanche devant eux où ils puissent écrire leur propre histoire. Donc vous n'allez pas alourdir leurs épaules du fardeau du passé. Et donc mes parents sont partis sur cette idée. Mon père ne m'a jamais raconté cette histoire. Étrangement, donc c'est par ma grand-mère que j'y ai eu accès, et j'y ai eu accès par une suite de hasards que je raconte dans La Princesse et le Pêcheur, mais que je ne vais pas raconter ici, c'est très très long. Mais ça m'a beaucoup frappée, et je pense qu'à posteriori, on vous demande toujours pourquoi est-ce que vous écrivez. Et je pense que j'ai toujours écrit pour mettre en fait des mots sur le silence de mes parents, et surtout ces secrets qu'ils ont dissimulés. Et donc mes personnages, ils ont tous un secret. Dans Les Inconsolés, chacun a un secret. Alors bien sûr, le premier mystère que vous avez, il apparaît au premier chapitre, mais ensuite, si vous suivez les lignes de vie de chacun, en effet, le père a un secret, en effet, la sœur a un secret, en effet, Lise a un secret, même Louis a un secret en fait. Il n'est pas celui qu'on croit, et elle n'est pas tout à fait celle qu'on croit non plus.
Et finalement, l'autre voix a aussi un secret qu'elle va en fait nous dévoiler à la fin. Et si tout va bien, ça vous fait relire le livre. Pareil que de la double vie d'Anna Song. C'est fort probable. J'ai juste 2 questions très rapides. Excuse-moi Nathalie, j'en profite. Il faut juste que Mine me réponde très rapidement. Qu'est-ce qui selon vous, il aurait fallu pour que cette histoire puisse se prolonger entre Lise et Louis? Et puis la deuxième, vous êtes entre autres écrivain, talentueuse, mais aussi critique littéraire. On vous aurait invité à lire votre livre en tant que critique littéraire. Qu'en auriez-vous pensé? Ciel, c'est une vaste question. La première question, pour que ça fonctionne, il aurait fallu y croire. Il aurait fallu qu'elle y croie, en fait. Et je pense que moi, ce que j'aime bien dans les romans, c'est mettre les lecteurs sur des fausses pistes. Et donc, on partage le point de vue de Lise, on partage aussi le point de vue de l'autre. Mais quand vous racontez une histoire, le narrateur n'est pas toujours fiable. C'est ce que les anglo-saxons appellent le unreliable narrators. Et là, il y a quelque chose de cet ordre. Et je pense que parfois, pour qu'une histoire fonctionne, en l'occurrence, on pense que ça peut être... Voilà, évidemment, quand vous écrivez une histoire d'amour, vous n'allez pas écrire une histoire d'amour qui se passe bien et où tout se passe bien, parce que le bonheur, c'est statique. Donc, il n'y a pas de dramaturgie possible, tout le monde s'endort, vous pouvez vivre le bonheur dans la vie, mais vous n'allez sûrement pas en faire un roman. Autrefois, du temps de Roméo et Juliette, vous aviez des familles ennemies, c'était parfait. Voilà, ils appartiennent à la même classe sociale, mais leur famille se hait. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Vous ne pouvez pas faire Dallas, hein, quoi qu'il arrive. Vous avez en fait une réécriture de Roméo et Juliette, hein, avec Bobby et Pam qui appartiennent à 2 clans ennemis. Voilà, c'est un truc éternel. Et donc là, c'est en fait pareil, les circonstances extérieures, normalement, si jamais vous allez contre les règles de la société, contre les règles de la hiérarchie sociale, normalement vous êtes puni. C'est quelque chose d'éternel. C'est annoncé dès le début du roman, quand ils échangent autour du temps de l'innocence d'Edith Wharton, où en fait, ce qui va contraindre les héros non seulement à renoncer à leur amour, mais ils ne l'auront même pas vécu, parce qu'ils n'auront même pas fait l'amour une seule fois, c'est malheureux, eh bien, c'est que ça va contre l'ordre social. Pourtant, on est dans la même société extrêmement favorisée de New York du début du siècle, dans Edith Wharton. Mais pour autant, comme elle, c'est une divorcée scandaleuse, et lui est un jeune homme qui s'apprête à s'établir bien comme il faut, eh bien, à cause de ça, juste à cause de ça, ça suffit pour que l'histoire ne puisse se passer. Ouais. Alors qu'à chaque fois, on se dit, ça tient à rien. Voilà. Oui. Oui. Donc, voilà. Et là, je ne peux pas vous répondre entièrement, parce que ça m'obligerait à raconter tout le roman. Mais il aurait fallu qu'elle y croie, évidemment. Ouais. Sinon, en tant que critique littéraire, moi je pense qu'on écrit toujours le livre qu'on aimerait lire. Et c'est pas forcément le livre que tout le monde aimerait lire, et c'est pas forcément le livre que tout le monde va lire avec la même sensibilité que vous. Et c'est vrai que voilà, je suis une indécrottable romantique, donc j'écris des histoires d'amour fou. Et j'ai un imaginaire qui a été nourri par, je sais pas, les sœurs Brontë, qui a été nourri par comme ça, un peu effectivement un petit côté, alors je dirais même pas romance gothique, mais presque harlequin, parce que c'est vrai que j'ai un petit côté comme ça. Mais le problème, c'est que j'ai trop lu, comme Lise. Donc je peux pas me contenter de remettre des schémas de romans harlequins bêtes et méchants. Et je dois les sophistiquer. Et moi, ce que j'aime bien dans un roman, c'est que je puisse le lire vraiment comme une histoire, où j'oublie tout et voilà, je me plonge dans le livre, je me plonge dans les personnages et tout le reste disparaît. Mais ce que j'aime aussi, c'est qu'ensuite, si jamais j'y reviens, ça me fasse réfléchir. Et qu'à chaque fois, j'ai une première couche qui dissimule une deuxième couche, qui dissimule une troisième couche. Et de la même façon, par exemple, la double vie d'Anna Song, je l'avais écrit pour que quelqu'un qui ne connaisse rien au monde de la musique puisse l'apprécier, et puis que quelqu'un qui connaisse un petit peu le monde de la musique puisse y voir les clins d'œil, avec des histoires réelles dans le monde musical. Et je m'étais amusée à ce que, par exemple, il y avait un fait divers clairement qui apparaissait et que d'ailleurs je mentionnais à la fin du roman en disant voilà, cette histoire incroyable en fait est vraie et ça vient de là. Ouais. Et en fait, pour ceux qui connaissaient un peu l'histoire de la musique, ils s'apercevaient que derrière ce premier modèle, il y en avait un deuxième. Il y avait une autre histoire incroyable, mais qui existait aussi, mais que j'ai pas mise. Donc si jamais on cherche,
on s'aperçoit qu'il y a une autre dimension. Et j'aime bien le côté comme ça, poupée russe dans les romans. Et alors, ce que j'espère, c'est que j'ai réussi, mais malheureusement, je ne peux pas dire, moi, si j'ai réussi. C'est au lecteur de le dire. Je pense que ça marche chez certains, et évidemment, comme toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde, et j'imagine que pour d'autres, ils ne rentrent pas dedans. Ce sont des choses. Bon, en tout cas, en qualité de libraire, pour avoir consulté pas mal de confrères, c'est un très 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 bon roman qui a été très, très bien accueilli et qui est actuellement très bien accompagné. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mine. Alors, moi, je vais juste faire une petite parenthèse parce que moi aussi, je vous ai lu. Et alors, c'est marrant, quand je vous ai lu, moi, je n'ai pas utilisé le mot conte, j'ai utilisé le mot fable. Je me suis dit, tiens, elle a écrit une fable contemporaine, mais tellement intemporelle. C'est ça qui est dingue. Et donc, quand on vous écoute, il y a une certaine douceur, il y a aussi de la poésie et beaucoup de... Votre style est très littéraire, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait un truc très intéressant. Il y avait une pointe de cruauté. D'où vient cette pointe de cruauté? Parce que quand on... Alors, je sais que les apparences sont trompeuses, mais quand même, vous avez l'air très, très sympathique, très douce. Mais en fait, je suis une serial killeuse. C'est très intéressant parce qu'en plus, le dosage de la cruauté est terrible. Et je trouve qu'il apporte du poids au texte. Donc, d'où vient cette cruauté? Bien, malheureusement, je pense que comme Lise, j'ai toujours eu une petite voix. À savoir que donc, Lise, comme je le disais, est quelqu'un de très, comme moi, très romantique, mais elle a toujours, et donc un peu niais, mais elle a toujours une petite voix qui observe les choses et du coup a un ton et un regard assez acide sur ce qui se passe. Mais c'est quelque chose que j'ai aussi. Et je pense qu'on est tous un peu comme ça. On agit, mais on se regarde en même temps agir. Parfois, on peut se montrer ridicule dans une situation, et en fait, on le sait. Voilà, on vit la chose et en même temps, on est toujours capable de recul sur soi-même. Je pense que je ne serais pas la seule à me rappeler le soir, en me couchant, tout d'un coup, des moments mortifiants voilà, soit de mon adolescence, soit de l'âge adulte plus tard, et ça vous reste en mémoire. Et de la même façon que dans une conversation, vous regrettez de ne pas avoir eu l'instinct à ce moment-là de placer tel mot, tel bon mot, ou bien voilà, telle réplique qui aurait cloué le bec à votre interlocuteur. Et que voilà, vous avez toujours quelqu'un qui réfléchit sur ce qui aurait pu être et qui analyse en fait ce que vous faites. Et donc, je pense que il y a quelque chose en moi très enfantin, comme dans le personnage de Lise, et finalement comme dans la plupart de mes personnages, hommes ou femmes. Ils veulent absolument croire en un idéal et ils refusent de renoncer à cet idéal. C'est quelque chose d'enfantin. Parce que normalement, on dit, bah voilà, il faut devenir adulte, il faut s'adapter, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses voilà, qu'on peut surmonter, il y en a d'autres que non. Voilà, tu as les dispositions pour faire ceci ou cela, mais pas pour faire ceci ou cela. Et en même temps, c'est ce qui vous fait avancer, c'est ce qui fait que vous continuez à vivre, c'est cet espoir que cet idéal, quelque part, vous puissiez encore vous y accrocher. Mais vous avez toujours la voix, soit adulte, soit méchante, soit cruelle, selon voilà, soit simplement lucide, qui va vous dire mais non, tu t'égares pour cette raison, et là tu penses qu'il t'aime, mais non, il t'aime pas. Il a d'autres motivations. Là, tu penses qu'elle te dit ça pour ça, mais non, c'est pas vrai. Elle a une autre motivation. Et évidemment, heureusement, c'est une voix qui parfois se met en veille, mais elle peut ressurgir à tout moment. Et donc, je cherchais, puisque c'est une histoire d'amour très romantique et assez, voilà, très très poétique par certains aspects, je cherchais à contrebalancer ça par ce petit ton un peu acerbe, pour que ça relève et pour que justement on joue avec le point de vue, en se disant « Ah, c'est une façon de voir les choses, mais ça se trouve, elle se trompe. » Et c'est l'autre façon qui est la bonne. Mais ça se trouve, cette autre façon n'est pas non plus la bonne interprétation de ce qui se passe. Et à la fin, de la même façon qu'un accident, qui aura eu 5 témoins, vous aurez 5 versions de l'accident. Ah non, la robe était rouge. Ah non, le feu était ouvert à ce moment-là. Mais non, ça s'est passé comme ça. Et en fait, aucun ne ment forcément. Simplement, le souvenir reconstruit. Et c'est Cyril Roosevelt qui avait une jolie phrase un jour où on discutait. Elle disait que, voilà, écrire un roman, c'était, voilà, c'était, je ne sais plus la phrase exacte, mais grosso modo, c'était écrire un souvenir qui n'avait jamais eu lieu. Voilà. Et en fait, c'est fait d'imaginaire, et en même temps, ce n'est pas un mensonge. C'est quelque chose, voilà, qui est une version de la même façon que Les Inconsolés. À chaque fois, il y a des points autobiographiques. Le roman n'est pas entièrement autobiographique, bien sûr, ou alors on vivrait dans une autre dimension. Mais à chaque fois, c'est fait aussi de potentialité de ce qui aurait pu être et de ce qui n'a pas été. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions. Donc, il faut absolument que je les pose parce qu'après, on va être pris par le temps.
En tout cas, ce qui est bien, c'est que l'entretien était passionnant, que les gens ont appris beaucoup de choses, surtout de votre univers, et ils ont très envie de lire votre livre. Ah. Et il y a une question qui est, êtes-vous porteuse de l'inconscient collectif de votre famille? Alors, je pense que c'est vrai que souvent je dis que je fais ma psychanalyse en faisant mes romans, en fait. C'est-à-dire que j'utilise, donc ma famille ne parle pas, ma famille dissimule beaucoup de choses, pas forcément uniquement par peur de la douleur ou par désir de nous protéger, mais aussi par habitude, voire pour des raisons même politiques. C'est-à-dire que, par exemple, ma grand-mère ne parlait jamais de l'assassinat de son mari et de son beau-père, et autour d'elle, on ne lui en parlait jamais non plus. On ne lui en parlait jamais, pourquoi ? Pour ne pas la heurter, bien sûr, pour ne pas lui faire de peine, mais aussi parce que, bon, ils ont été assassinés par les communistes. Ensuite, on est dans un régime communiste. On ne veut pas avoir à le dire. Donc, on utilise un vocabulaire très vague. Au moment où ils ont disparu, on ne dit jamais qu'ils sont morts ou qu'ils ont été assassinés. Au moment où ils ont disparu, on utilise un vocabulaire blanc, on utilise un vocabulaire neutre, de façon à ce que si jamais des oreilles traînent qui voudraient éventuellement vous dénoncer, eh bien, celles-ci en soient pour leurs frais. Et donc, je pense qu'il y a aussi ça qui devient une habitude et qui devient une façon d'être. Mon père ne parlait jamais de ses sentiments, mais en fait, en y réfléchissant, voilà un petit garçon qui a vu mourir, enfin, il ne l'a pas vu, mais bon, son père et son grand-père sont morts le même jour. Il a vu mourir sa sœur. Il a vu je le raconte dans un autre roman, Voyageur malgré lui, il y a une scène où des soldats exécutent un buffle qui est le meilleur ami du père. Et en fait, c'est une scène que mon père m'a racontée. Ils l'ont tué devant ses yeux et ils ont grillé sa viande. Enfin, c'était horrible. Donc, voilà. À chaque fois, j'utilise en fait des épisodes que mes parents ne racontent pas, ou en tout cas pas du tout volontiers. Je les mets dans mes romans. Et je pense que c'est en effet une façon de parler, de développer cet inconscient. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un hypnothérapeute. Et il me disait, ah oui, moi, l'hypnothérapie, ça marche très très bien avec les gens qui ont de l'imagination, donc ça marche particulièrement bien avec les artistes, parce qu'en fait, pour résoudre des problèmes, ce que je leur demande, ce que je vous demande, c'est d'imaginer un scénario, d'imaginer une histoire, de vous plonger dedans, et ensuite je vous fais vivre l'histoire, par exemple pour une réconciliation, une fois qu'il a déterminé ce qui vous gênait. Et quand il m'a écouté raconter ce que je faisais dans la vie et de quoi parlaient mes romans, il me disait c'est très intéressant parce que dans vos romans, en fait, c'est une façon pour vous d'exorciser des traumatismes anciens. Et vous faites, ce que moi je fais en cabinet avec mes patients, simplement vous les faites à travers des livres qui sont des œuvres, qui ne sont pas juste des narrations auto-centrées autour de ce qui vous est arrivé ou ce qui est arrivé à votre famille. Mais, et voilà. Donc, je pense qu'en effet, il y a... mais ce n'est pas du tout quelque chose dont j'avais conscience. De la même façon que je n'avais pas du tout conscience du fait que j'écrivais pour mettre des mots sur le silence de mes parents. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait savoir quand est-ce que vous écrivez? Plutôt la nuit, plutôt le jour, pendant vos temps libres? Comment ça se passe, vous, l'écriture? Pour mon premier roman, j'écrivais alors souvent tard, la nuit, parce que je travaillais. Donc, j'avais pas le choix et j'avais pas trop la possibilité. Et généralement, d'ailleurs, on était dans un petit appartement, donc je posais mon ordinateur sur mes genoux parce que mon mari, lui, était au seul bureau disponible. Comme il faisait très bon dans le lit, je finissais toujours par m'endormir. C'était assez misérable comme façon d'exécuter son premier roman. Mais enfin, ça a fini par porter ses fruits. Et je pense qu'à l'époque, alors que je suis une marmotte de nature, eh bien, j'étais tellement... à la fin, je voulais tellement finir et j'étais tellement portée par ça que j'ai passé des nuits entières littéralement à écrire. Mais alors, c'est une transe qui n'arrive qu'une fois. Hein. Enfin, le coup de Stendhal qui, en quelques jours, pond la Chartreuse de Parme, bon, je veux bien y croire, mais enfin, pour moi, ça ne marche pas. Voilà. Donc, mon premier roman, j'ai pu ne pas dormir. Je vous annonce pour mon deuxième roman. Mais c'est vrai que j'ai toujours une période que mon mari appelle la période zombie. Où tout à coup il faut que je finisse parce que je sais et là il ne faut pas qu'on me parle de mon petit garçon, il ne faut pas qu'on me parle du ménage à faire, il ne faut pas qu'on me parle de mon mari, il faut qu'on me parle de rien parce que je suis un zombie. Voilà. Et c'est d'ailleurs difficilement conciliable avec une vie familiale harmonieuse dans ces moments-là. Mais voilà, il est habitué, mon petit aussi apparemment. Et donc, pour mon deuxième roman, par exemple, ça ne s'est pas passé du tout de la même façon. C'est que j'avais mon histoire, parce que j'avais ce fameux fait divers que je voulais développer. En fait, je m'étais dit, tu as bloqué 3 semaines, tu quittes ton boulot et pendant 3 semaines, tu vas dans ta maison, enfin pas ma maison d'ailleurs, la maison de mon mari, en Ardèche. Il n'y a rien à faire.
Il n'y a même pas le Wi-Fi. Donc, tu pourras faire qu'une chose, c'est écrire. Voilà. Résultat, au bout de 3 semaines, 3 pages absolument misérables. Pardon, 3 pages que j'ai conservées, mais enfin, c'est misérable d'écrire que 3 pages au bout de 3 semaines. Et en vérité, j'étais tellement découragée, je m'étais dit, oh là là, en fait, tu n'es pas écrivain. Tu as écrit un livre, mais manifestement, vu comment tu t'es noyé là juste pour écrire ces 3 misérables pages, tu n'es pas faite pour ça. Bon, tant pis, c'est pas grave, tu as une vie, un mari, un boulot que t'aimes, enfin, etc. Finalement, j'ai continué après coup, et j'ai utilisé mes capacités journalistiques, parce qu'il y a une des voix qui était composée uniquement d'articles de journaux. Donc ça, j'ai pu les faire plus facilement. Et finalement, le dernier chapitre, je l'ai écrit en 2 heures. Mais en fait, je ne l'ai pas écrit en 2 heures. Et je l'ai écrit en 2 heures, y compris un moment où j'étais au restaurant avec mon mari, que je me suis mise à griffonner sur la nappe en papier. C'est pour vous dire, il y a tout un bout que j'ai arraché à la fin du repas. Et d'ailleurs, j'ai passé le repas à écrire. Je lui ai dit, excuse-moi, mais je suis inspirée. Comme une vraie caricature, quoi. Vous l'avez gardé, le papier? Non, hélas. Je crois que je ne l'ai pas gardé. C'est dommage. Peut-être plus tard, quand j'aurai le Nobel, eh bien, ce papier deviendrait une relique extrêmement précieuse. Mais non, ce n'est pas le cas. Bêtement, je l'ai jeté. Non, en fait, et donc là, je l'ai écrit en 2 heures, et en même temps, je dis toujours que je ne l'ai pas écrit en 2 heures, que toutes les 3 semaines où j'ai bloqué, en fait, elles m'ont servi à élaguer. Et après, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de règles, que mes romans, à chaque fois, sont écrits dans des moments différents, parfois en me forçant, parfois pas du tout. Ce que j'ai fait pour Les Inconsolés, et ce qui était assez pratique, c'est que désormais, donc, j'ai mes journées à moi, parce que j'ai quitté mon travail à temps plein. Et du coup, pour Les Inconsolés, donc au départ, j'ai eu cette première scène très facilement. Je l'ai écrit pendant la journée, de façon tout à fait, au cours de la journée. J'écris beaucoup mieux le matin. Je suis réveillée, quoi. Toute la nuit est passée par là, je suis à peu près reposée. Et beaucoup moins bien, a priori, après-midi. Voilà, donc j'ai fait le matin ma période de choix. Et en fait, ce que j'ai compris, et c'est Cyril Roosevelt aussi qui m'a un peu aidée là-dessus, c'est que littéralement, il faut faire un tour. Il faut faire un tour pour pouvoir... Est-ce que vous pouvez présenter votre consoeur? Parce que peut-être que les autres ne le savent pas. Comment? Est-ce que vous pouvez dire 2 mots de la romancière que vous venez de citer? Ah oui, alors Cyril Roosevelt est une romancière new-yorkaise, la femme de Paul Auster, mais évidemment elle me détesterait de dire ça, mais c'est une romancière avec laquelle j'ai eu l'occasion d'échanger, que j'ai interviewée, et elle a écrit aussi sur tout simplement la façon dont elle écrivait, et c'est quelqu'un qui est intéressé également par les neurosciences, et donc c'est pour ça qu'elle avait observé que en effet, littéralement, si jamais vous allez faire un tour, donc vous allez marcher, il n'y a pas que vos jambes qui marchent, il y a votre cerveau qui marche aussi, en fait. Et finalement, ça, c'est quelque chose, c'est à l'air d'une évidence. En fait, c'est pas du tout quelque chose que j'avais intégré. Si je bloque, maintenant, je sors. Voilà, c'est aussi con que ça. Je sors, je fais un tour, je m'aère, je reviens, et en fait, ça va beaucoup mieux et ça se débloque parce que mon cerveau a réussi à travailler pendant ce temps-là, parce que le cerveau et le corps sont en fait intimement reliés. Et pour quelqu'un qui est très cérébral comme moi, c'est une évidence qui n'est pas du tout apparue tout de suite. Voilà. Et sur Les Inconsolés, il y a eu quelque chose je me suis vraiment disciplinée. Tous les matins, je m'y mettais. Et puis voilà, et finalement, je disais tout à l'heure, j'ai mis 7 ans à faire ce livre, mais à l'écrire, vraiment, j'ai mis 7 mois. Voilà. Mais je l'ai porté pendant 7 ans. Mais pendant 7 mois, tous les jours, j'écris, je suis venue à bout, et ça avançait, mais je pense que les 7 ans n'ont pas été inutiles aux 7 mois. Je vais poser la dernière question parce que là, ça fait presque 1 heure qu'on est là. Donc, à l'avenir, pensez-vous changer de registre? On m'a bloqué la question. De registre ou bien vous n'avez pas encore tout dévoilé par rapport à ce que vous écrivez? Eh bien, alors ce qui est sûr, c'est que les histoires d'amour avec un mystère, c'est quelque chose qui me plaît et que maintenant je commence à explorer, que j'ai pas mal exploré mais que j'aimerais bien continuer à explorer. Mais par exemple, le nouveau livre que j'avais en tête n'avait rien à voir, mais était lié en fait, mon petit garçon est autiste, en fait. Donc il ne parle pas. Et il lira jamais et il parlera jamais. Et donc c'est quelque chose qu'on a vécu avec mon mari qui était évidemment un peu difficile, d'autant que nous, on est en fait des gens qui travaillons dans le livre. Mon mari est enseignant, universitaire, et moi j'écris des romans. Et on retrouve en fait un thème qui est dans ma famille, qui est celui du silence. Et je dis toujours que, voilà, je cite souvent une phrase de Drake où je dis où il parle dans Ellis Island du fait d'être étranger, différent, mais non pas différent des autres, différent des siens. Et c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti par rapport à mes parents. Et en fait, quand je regarde mon fils, c'est quelque chose que je ressens plus profondément encore, puisque littéralement, alors je ne parle pas la même langue que mes parents,
il parle vietnamien et je parle français, bien sûr, je parle aussi vietnamien et il parle aussi français, mais c'est pas nos langues qui nous constituent, c'est pas les langues qui nous constituent, qui constituent notre identité. Mon petit garçon, il parle pas, il n'a pas de langue. Et donc, c'était plutôt sur ça que j'avais envie d'écrire. Et vous voyez, c'est pas du tout une histoire d'amour, enfin, c'est une histoire d'amour fou aussi, parce qu'on aime notre petit garçon, mais voilà, c'est sur un terrain différent. Et finalement, c'est la vie qui m'amène sur ce terrain-là. Et je ne sais pas si je vais arriver à faire ce livre. À chaque fois, on part sur une hypothèse, on avance, et puis je ne sais pas si... Mais du coup, ça serait un livre qui aurait une tonalité sans doute un peu différente des histoires d'amour fou avec intrigue policière. En tout cas, je ne pense pas qu'il y aurait d'intrigue policière. Ou alors, et je ne sais même pas si ça va être... Ça pourrait être un roman. Ça pourrait être un roman. À ce moment-là, ça se détacherait. Mais sinon, ça serait peut-être une sorte de récit. Parfait. Je vais laisser le mot de la fin à Sophie, si elle veut bien. Oui, avec plaisir. Oui, Mine, je suis vraiment ravie de cet échange. C'est une magnifique opportunité. Hein. C'est rencontres connectées. Alors, c'est une magnifique opportunité pour les libraires, parce que je ne pense pas que vous seriez venus jusqu'au Cocotte-Rousse, sincèrement. Peut-être un jour pour le Goncourt. Pour le Goncourt. Hein. C'est une opportunité aussi, je pense, pour toutes les personnes voilà, qui peuvent accéder à ces rencontres connectées. On ne les voit pas, hein, ni vous ni moi, mais je ne doute pas qu'elles sont nombreuses et qu'elles sont ravies de ce temps-là. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Déjà, rester la même, parce que... merci. Voilà. Continuer à bien travailler, à nourrir de beaux romans, à nourrir aussi notre imaginaire, et puis alors que ce soit collectif et personnel, mais en tout cas voilà, moi c'est un bonheur en fait, voilà, vous êtes une de mes auteurs préférées, je l'avoue. C'est bien ce genre de confession, juste avant de manger le soir comme ça, c'est pas... Ouais. Et puis écoutez, avec plaisir dans un autre endroit où aller avec vous, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Voilà. Le plaisir était pour moi. Merci à vous, à bientôt. Alors, un grand merci. Merci à Nathalie. Un grand merci Sophie de la librairie Les Cocottes Rouges. Vous trouverez en vente le livre de Minh Tran, oui, chez Sophie. Vous le trouverez aussi chez tous vos libraires. Minh Tran, oui, je vous remercie beaucoup pour ces grands moments d'émotion, de nous avoir ouvert votre intimité, parce que c'était passionnant. Vous nous avez émus par certains passages de votre vie, de vos moments de vie. J'engage tous les lecteurs à aller acheter le livre de Mine, parce que franchement, c'est vachement bien. Vous pouvez nous retrouver toutes les informations, le livre aussi de Mine, sur notre site unendroitoualler.com. Donc vous verrez, il est en ligne. 1 avec le chiffre 1. Demain, on aura la chance d'avoir Romuald Juliveau qui a écrit L'île d'Elle aux éditions Anne Carrière, et ça sera à 19h. Donc voilà, écoutez mesdames, je vous remercie, c'était passionnant. Voilà, Merci Nathalie. À bientôt. Émue par la fin, donc merci de ce grand moment. À bientôt, prenez soin de vous, et puis maintenant vous pouvez sortir, aller tous en librairie. Ouais. À bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.